Bonjour, la planète telle que nous la connaissons, avec la vie que nous lui connaissons, n'a pu se développer que grâce à l'énergie solaire. Au début de l'histoire de la Terre, des organismes ont été capables de maîtriser l'énergie solaire pour assurer leur développement par un processus appelé la photosynthèse. Quel lien peut-il y avoir entre la photosynthèse et les bioénergies? Dans cette séquence, je vais vous parler de la maîtrise de l'énergie solaire par la nature et je vais vous montrer en quoi la connaissance des mécanismes développés par la nature peut nous aider dans notre quête de nouvelles énergies. La photosynthèse est un ensemble de réactions qui utilisent l'énergie lumineuse pour transformer le gaz carbonique et l'eau en molécules complexes comme les sucres, avec une libération d'oxygène comme sous-produit. La photosynthèse, nous la voyons tous les jours dans les arbres, dans les prés, dans les champs. Au début de l'histoire de la Terre, les premiers organismes photosynthétiques sont des bactéries. Les cyanobactéries sont les premières cellules qui ont été capables d'utiliser la lumière pour extraire de l'eau les électrons nécessaires à leur développement. Ainsi, si vous regardez une feuille au microscope, vous vous apercevez qu'à l'intérieur de chaque cellule, vous avez des petits grains verts qu'on appelle des chloroplastes. En fait, ces chloroplastes sont d'anciennes cyanobactéries et c'est là qu'a lieu la photosynthèse dans les plantes. Ces chloroplastes sont verts parce qu'ils contiennent des chlorophylles, dessinés ici. Et les chlorophylles sont vertes parce qu'elles absorbent le rouge et le bleu. Donc la couleur qui reste est le vert. Les chlorophylles absorbent la lumière parce qu'elles ont des niveaux d'énergie électronique. Certains photons vont provoquer le passage de la chlorophylle d'un état électronique dit fondamental à un état électronique excité. Et c'est là que tout commence. Les chlorophylles ne sont pas libres dans la cellule. Elles sont liées à des protéines, elles-mêmes ancrées dans la membrane des chloroplastes qu'on appelle membrane photosynthétique. Quand un photon arrive sur cette membrane, il va être absorbé par une chlorophylle liée à une protéine dite collectrice de lumière. C'est la première conversion énergétique. L'énergie lumineuse du photon est convertie en énergie d'excitation. Dans la membrane, il y a de nombreuses molécules de chlorophylle, et donc l'état excité présent sur une chlorophylle va voyager de chlorophylle en chlorophylle à travers la membrane. C'est ce qu'on appelle le transport de l'énergie d'excitation, qui va voyager sur 100 ou 200 sites, jusqu'à arriver à une protéine particulière, représentée ici en jaune, appelée le centre réactionnel. À ce niveau, une chlorophylle particulière va expulser un électron vers une autre molécule quand elle est excitée. Cette expulsion crée une paire de charges. Il s'agit là de la deuxième conversion de l'énergie d'excitation à l'énergie de potentiel chimique. L'électron expulsé va passer tout le long d'une chaîne de transporteurs qui vont lui faire traverser la membrane, ce qui va créer un minuscule condensateur. Voyons ça de plus près. Vous voyez ici la structure tridimensionnelle d'un de ces centres réactionnels résolus par cristallographie. Il s'agit du photosystème 2, un des photosystèmes des plantes. Chaque couleur représente une chaîne polypeptidique. C'est un assemblage avec de très nombreux composants, certains solubles, d'autres membranaires, comme toutes les petites hélices qui représentent la partie de la protéine ancrée dans la membrane photosynthétique. Les petites sphères vertes que vous voyez ici représentent les cofacteurs, essentiellement des chlorophylles. Observons les cofacteurs sans les chaînes protéiques. En vert, vous avez un premier groupe de chlorophylle, c'est là où se fait la séparation de charge. Ce groupe de chlorophylle donne un électron à une chlorophylle un peu modifiée, en bleu clair sur ce schéma. Puis l'électron passe à une première quinone, puis à une deuxième quinone, en mauve sur le schéma. On a ainsi une séparation de charge à travers la membrane. Mais au niveau du premier groupe de chlorophylle, on a un déficit en électrons, et il va donc falloir recharger le système. L'apport d'électrons va venir d'un complexe un peu particulier, appelé cluster de manganèse, et qui est constitué de 4 atomes de manganèse. Ainsi, le système fonctionnait encore. Un deuxième photon arrive, un deuxième électron est transporté jusqu'à la deuxième quinone. Quand celle-ci a récupéré 2 charges, elle quitte le centre réactionnel et elle est remplacée par une quinone neutre. Le système va donc accueillir ainsi 4 quantas d'excitation. La quinone cubée va se séparer du système photoréactionnel, tous les 2 électrons, et le complexe de manganèse va stocker 4 charges. Au bout de 4 excitations, le cluster de manganèse aura accumulé 4 charges. Ce cluster fait de l'oxygène à partir de 2 molécules d'eau et de 4 électrons. Mais que se passe-t-il exactement au niveau de ce cluster de manganèse? Entre le cluster de manganèse et le groupe primaire de chlorophylle, 2 résidus se font face, une tyrosine et une histidine. Un zoom sur ces 2 résidus montre qu'entre l'oxygène de la tyrosine et un azote de l'histidine, il y a un partage de protons. Et selon le passage de la charge, ce proton normalement lié à l'oxygène de la tyrosine est capable de
passer au moins partiellement sur l'azote de l'imidazole. C'est ce qu'on appelle un proton qui bouge, un rocking proton. Nous verrons un peu plus loin que ce proton qui bouge est une source d'inspiration très intéressante pour les chimistes. Une fois que la quinone a quitté le centre photoréactionnel, les électrons commencent un long voyage à travers la membrane jusqu'à un deuxième photosystème dont l'organisation des pigments est assez similaire au premier. Le premier photosystème a un potentiel redox très élevé, il est très oxydant. Le deuxième photosystème, au contraire, va produire des électrons à très bas potentiel. C'est un système réducteur. La combinaison de ces deux systèmes est idéale pour faire de la chimie. L'hydrolyse de l'eau va induire un excès de protons. Ces protons vont rejoindre une autre protéine, l'ATP synthase, qui va produire de l'ATP à partir de l'ADP et de protons. Les électrons émis par le photosystème 1 sont pris en charge par une toute petite protéine, la ferrédoxine. En général, elle donne ces électrons à la FNR, la ferrédoxine d'ATP réductase, qui va fabriquer du NADPH. Ce fuel sera la base avec l'ATP pour synthétiser des sucres. La ferrédoxine, en fait, est un véritable carrefour. Dans la prochaine vidéo, nous verrons tout l'intérêt de ce carrefour et ses conséquences.